André, je nettoie la cuisine, je pense à toi, à nous, au passé, à l'avenir. Je souris, je pleure, je rage. Tellement d'idées folles, d'idées sages me viennent à l'esprit. Finalement, je me dis que ce serait mieux de tenter de tout mettre sur papier et d'essayer d'en faire du sens si possible. Si quelqu'un m'avait dit il y a 2 ans tout ce qui arriverait à ma fille, à ma famille, je lui aurais dit qu'il était malade, fou, que ça arrive aux autres ou dans les films, mais jamais à une famille comme la nôtre. Je pense à nos beaux samedis matins ensemble, à regarder Heidi, toi, Julien et moi, encore en pyjama à 11h ou midi. J'avais 13 ans quand j'ai tout quitté pour rejoindre les jeunes de la rue. Ce monde-là était devenu le mien. J'étais toxicomane. Des années plus tard, inspirée par les lettres que mon père en détresse m'écrivait alors, j'ai réalisé un court-métrage de fiction. Avec ce film, je chantais le besoin de rendre hommage aux parents des jeunes de la rue. Mon père et ma mère ont visité le plateau de tournage. Les parents sont toujours les premiers responsables. Ils sont là, tout près, ils se sentent coupables. C'est facile de les blâmer. Pourquoi chercher ailleurs? Alors, je sais que c'est profondément injuste. Et si pour une fois les parents prenaient la parole? De ces préoccupations, un documentaire est né. Cut. C'était une petite fille. Elle a commencé à parler très jeune, autonome. Elle a marché comme les autres, là, à 1 an, mais à 1 an, elle parlait. Elle faisait des phrases complètes. Puis elle parlait très bien. Fait que tu peux t'imaginer qu'à 3 ans, tu pouvais avoir une conversation avec elle, là. Elle faisait tout. C'était quasiment l'introduction, le développement, puis la conclusion, tu sais. Moi, quand je suis arrivée à Montréal à 13 ans, j'étais quasiment figée. J'étais comme épanouie devant l'immensité, la superficie de la ville, la population, la diversité de que ce soit des restaurants, des magasins. C'était le bout du monde pour moi. J'étais vraiment fascinée, puis j'étais plein d'enthousiasme, plein de curiosité. Je voulais tout voir, je voulais tout essayer, je voulais tout faire. Puis aujourd'hui, je me suis rendu compte par moi-même que la liberté que je pensais avoir en quittant mon domicile familial, il y a une certaine liberté. T'as pas de parents qui te disent « Cathy, rentre souper, Cathy, brosse tes dents. » Tu peux te coucher à l'heure que tu veux, tu fréquentes qui tu veux, tu consommes le nombre de choses. Puis qu'est-ce que tu veux. Sauf que, dans le fond, ça devient... c'est une prison, c'est infernal comme mode de vie. C'est pas la liberté que moi je pensais obtenir quand je suis partie chez mes parents avec mes rêves de grandeur, d'aventure. C'était quasiment Cathy, visite la jungle. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Oui, je l'ai cherché. J'ai souvent repenté des rues. Une fois, on s'était donné rendez-vous à Montréal, puis on avait été sur la rue Saint-Denis, puis... C'était un peu innocent, hein, mais c'est là que je suis retournée. Je restais là des heures, je repentais à la rue. Je me disais, si elle m'a donné rendez-vous ici, ça doit être un quartier qu'elle fréquente. Pour un parent, ça doit être hyper important d'être capable d'être fier de son enfant
de parler avec ses amis puis de dire, ben elle a eu un méritas à l'école ou elle a gagné un prix en dessin. Puis c'est quoi que ma mère peut dire de moi, tu sais? Ben là, Cathy est en détox. Cathy est partie de cette détox. C'est sa rechute. Cathy, elle reste dans la rue. Je suis même pas capable de dire le mot, là, mais c'est de la prostitution. Au début, quand j'ai commencé ça, j'avais le dédain de moi-même, je me répugnais moi-même. J'en étais à un point où je me lavais plus, je mangeais plus, je marchais, je regardais à terre. J'étais même pas capable de regarder quelqu'un dans les yeux. Puis aujourd'hui, au contraire, j'ai grandi. J'ai grandi à travers ça parce que je sais que peu importe ce que j'ai fait, ce que je fais ou ce que je vais faire, je reste que je suis Cathy, puis que j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, j'ai mes rêves. Puis ce qui me fait peur, c'est qu'elle soit maltraitée. Ça, là, quand je pense, là, tu sais, qu'elle peut subir de la violence physique, là, ça me fait mal. Je crierais fort. J'ai jamais dit, mais des fois, j'aurais le goût de dire, j'ai tellement hâte que tu reviennes. C'est une fille attachante, généreuse, aimable, aimante, travaillante aussi, courageuse. Elle a des belles qualités. Sont là encore, mais c'est comme... On dirait que c'est le contenant qui altère le contenu. On a commencé à habiter dans le coin. Laurent avait 1 an, alors on est venu très tôt le balancer, là, quand il était tout petit, il aimait beaucoup ça. Puis c'est un enfant qui aimait beaucoup grimper. Alors, tôt, vers 4 ans, au lieu de balancer, lui, ce qu'il aimait, c'était monter jusqu'en haut de la balançoire. Là, il aimait un peu le danger quand même. C'était un enfant bébé, c'était toujours le grand sourire. On l'appelait notre petit soleil, là. C'est ça, c'était un enfant très facile, qui faisait... docile même, tu sais. Il avait commencé à consommer dans le parc, là, ici. C'était le gardien du parc de l'époque qui leur vendait de la dope. Tu sais, ton enfant commence à consommer à 10 ans. 10 ans, c'est très jeune. Tu peux pas penser que là, il passe la presse puis qu'il va prendre l'argent pour aller consommer. Tu sais, tu sais pas... ça peut même pas t'effleurer l'esprit. Tandis que d'un jeune de 14-15 ans, oui, tu peux dire, ah, peut-être, il faut que je surveille ça de près. Mais à 10 ans, 11 ans, 12 ans... J'étais après à me faire emprisonner dans ce milieu-là, tu sais. Je me mets mes portes, tu sais. Je ferme des portes avec du monde que, dans le fond, c'est peut-être eux autres que je devrais m'accrocher pour pouvoir faire autre chose. Pour moi, je vivais ça comme un rejet, finalement. Parce qu'on lui offrait une vie quand même... on allait au bord de la mer quand il était petit, tous les ans. Tu sais, c'est une vie facile. De vouloir aller vivre dans la rue comme ça, c'est comme dire, ben toutes ces valeurs-là, moi, ce genre de vie-là, je veux rien savoir de ça. C'est un mécanisme, je pense, une disquette qui me manque, c'est la volonté. J'aime mieux faire 50$ de la demi-heure à faire des choses illégales.
que de travailler à sa pièce de l'heure, parce que j'ai pas la patience de rester assis puis d'attendre que tout ça se passe. Me dire, tu sais, j'ai jamais vraiment su c'était quoi être fier d'avoir ramassé un 100$ parce que moi, on me le donne. Je l'ai pas travaillé, fait que c'est bien plus facile de le brûler. J'ai pas de sueur dans mon front quand je reçois mon argent, fait que elle brûle. L'argent facile, c'est facile de dépenser. Vu que c'était mon meilleur ami, tu sais, je me suis rendu compte de l'impuissance que tu peux avoir par rapport à ça, puis que dans un sens, ça, même si j'ai essayé de l'aider, c'est comme je pouvais rien faire, même si c'était mon meilleur ami, que c'est des choix personnels, que à un moment donné, tu décides entre, tu sais, je dirais pas la vie et la mort, mais la vie normale, puis la vie de la rue. J'ai bien de la misère à remercier ou avoir de l'entre-gens avec mes parents. C'est niaiseux à dire. C'est comme le détachement que j'ai eu en centre d'accueil, puis à m'isoler dans ma chambre. Moi, avec, j'ai mis une barrière par rapport à eux autres. J'ai de la misère à leur montrer que, dans le fond, je suis content qu'ils me démontrent quelque chose. Moi, je suis reconnaissant, mais je leur montre pas. Au contraire, je les détruis plus qu'autre chose. Alors, on va commencer. Fais juste approcher un peu du micro. Comme ça, oui. André, je me sens comme une vraie faillite. Ma tête est remplie de j'aurais dû, si j'avais su, si seulement. Et par contre, j'ai tout fait, tout essayé pour t'éveiller, pour te sauver, même jusqu'à te placer dans les soins de l'aide à l'enfance. Parce que j'osais croire que d'autres avaient plus de ressources, plus de pouvoir pour te protéger et t'aider. Les policiers qui nous ont appelés, on a retrouvé votre fille, Cathy, dans un squat avec d'autres jeunes. Puis le policier nous a dit que c'était tellement sale que les policiers sont rentrés avec des gants et des masques. Puis il nous a dit je veux vous aviser, mais je fais une déclaration au DPJ. Puis là, ben, c'est comme ça que ça a parti. Là. Ça veut dire quoi, une déclaration à la DPJ? Une déclaration de... Comment qu'on dit ça? Au protecteur de la jeunesse, là. Ça, en général, c'est quand que le jeune, faut... c'est un peu... Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que les parents sont plus capables de s'en occuper, puis la société, elle va s'en occuper. C'est ça qui est frustrant, c'est que si tu mets pas ton enfant à l'aide à l'enfance, tu n'as pas de pouvoir en cours comme parent. Eux, ils ont le pouvoir. Donc, tu mets l'enfant à l'aide à l'enfance en espérant qu'ils vont l'encadrer et l'aider. Puis quand on s'est rendu compte que c'est pas ce qui arrivait, après quelques mois, là, qu'on voyait que c'était pas mieux qu'à la maison, que la façon d'encadrer un jeune avait des conséquences, tu sais. Puis Moins sévère que la maison. Non, il y avait quand même des conséquences, mais ça fonctionnait pas plus. Alors, à ce moment-là, nous, on s'est dit, hey, ça marche pas, là. Puis en fait, elle est en train d'y jouer. Elle pouvait plus facilement faire ses petits jeux. Eux autres les acceptaient, ils voyaient pas. Puis ça allait de pire en pire. Puis on s'est dit, écoute, par ce temps-là, on avait vu l'avocate. On voulait faire des tests de dépistage de toxicomanie. Puis on s'est dit, je pense que nous autres, on peut faire un petit peu mieux que ça, là. On s'inquiète même que ça détériore. On aimerait avoir notre enfant pour cette approche-là. Puis à ce moment-là, ils se sont tournés contre nous autres. On a dit non. Ben, votre enfant ne retourne pas chez vous. A besoin de plus de temps avec nous autres. Ça va aller beaucoup mieux. Donnez-nous une chance, puis donnez-nous plus de temps. Ça va aller mieux qu'à la maison. Alors, c'est devenu un conflit légal. Après 6 mois... Mais même à ça, Jean, quand on était en cours pour essayer de revoir André... Ouais. André, la première fois? André, elle avait son armée derrière elle. Ah ouais.
Elle avait André, la petite de 13 ans, avec les cheveux verts, puis, tu sais, qui avait son avocate. Sa travailleuse sociale. Sa travailleuse sociale, sa psychologue, son psychiatre. Les intervenants de la Les maison. intervenants. Elle avait son équipe. Nous autres, on n'avait personne sauf ma mère, la grand-mère là-dedans, qui trouvait que peut-être qu'on avait un bon foyer. On se sentait pas valorisés comme parents. Oui, puis d'avoir un jeune homme de 24 ans nous donner des leçons de communication, nous donner des Qui n'a pas d'enfant lui-même. Ben ouais, oui. Des petites cliniques, là, comment aborder un adolescent en crise, là. Moi, j'ai trouvé ça curieux que la fois qu'il y a eu la petite émeute, qu'ils ont dû physiquement mettre André au plancher avec la petite prise spéciale qui est légale, là. Moi, j'ai dit, pourquoi dans tes communications, tu nous as pas enseigné ça, cette prise? Toi, tu peux. Toi, à l'aide de l'enfance, tu prends un enfant, puis tu le jettes au plancher, puis tu le prends dans ta petite prise spéciale. Ça, c'est pas de l'abus physique. Mais si moi, comme parent, est-ce que j'ai le droit, j'ai la possibilité de rester avec un enfant comme vous le faites? Vous autres, vous le faites, c'est tout acceptable, c'est correct, c'est légal. Un parent fait ça, l'enfant se retourne, puis c'est de l'abus physique. Pourquoi tu nous as pas enseigné ta petite prise spéciale, là, en tout cas? C'est quoi le but des centres d'accueil? Te montrer comment faire pour te ramasser en prison. Moi, c'est ma vision. Parce que tu ramasses tous les délinquants dans le même paquet. Puis là, on jase tout de qu'est-ce qu'on a fait. Fait que là, tu t'apprends comment voler un char, une piole. Puis là, t'en as un autre, sa spécialité, c'est ça. Puis là, ça finit par tourner en rond. Puis là, tu commences à tout connaître les moyens de faire des coups. Puis, c'est ça, les centres d'accueil, moi, dans ma tête, c'est clair, là. C'est un ramassis de jeunes qui ont tous fait des délits, puis qui t'apprennent à faire d'autres délits, puis tu finis par te ramasser en taupe. Ça me ferait rien de ne pas être appuyée comme parent s'il y avait de l'aide concrète pour mon enfant. De tous les professionnels, là, de tous les gens, tous les politiciens qui pensent qu'il y a des centres de traitement pour des jeunes, il y a de l'aide pour les jeunes, les parents, bien, il y a des groupes de parents. Mais dans le fond, il y a très peu d'aide. Puis il n'y a pas de place à envoyer des jeunes. Ben, c'est mes chandeliers, là. Mais il y a une chandelle, fait que... Non, c'est mes chandeliers. Les chandelles, je les utilise. Mes cactus. Non, je suis pas grand-chose. J'ai une petite bibliothèque qui est intéressante de l'autre côté. Non, j'ai réellement pas grand-chose, mais je suis bien ici. J'ai ma plante araignée. C'est moi qui les ai fait germer. Je m'intéresse un petit peu à l'horticulture. Là, j'ai des nouveaux cactus. J'ai une petite souris. Elle s'appelle Pookie. Puis c'est ma petite souris. C'est pas ma petite bestiole de compagnie. Je suis bien ici. Elle coûte pas trop cher. Ben... Je suis pas dans la meilleure des situations, mais je considère mon état actuel mieux qu'il y a 3 mois puis qu'il y a des années, là. Ça, c'est quelque chose que ma mère n'est pas capable de comprendre. Que même si je consomme, je peux avoir une vie sociale. Je fais du vélo, je m'intéresse à mes plantes, j'ai des amis. Tu sais, j'ai quand même une vie, là, même si c'est une micro-vie, c'est une petite, tu sais, c'est tout petit à comparer de l'espace que la drogue prend dans ma vie. Mais j'ai quand même des moments de bien-être, tu sais. Ma mère, à chaque fois que je vais la voir, tu sais, je compte, il reste 2 dodos avant que je vois ma mère. Un dodo, puis je suis toute excitée. Mais par où? Je la vois pas. Café. Allô? Ça va? Ça va?
Vas-y. C'est mieux pas. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Tu vas bien? Oui, toi? Ouais. Je prends mes cheveux. Non. Tiens, ça, c'est à toi. Ouais, mais C'est des dessins, des choses. que j'avais. Ouais. Ah, ben je les avais pas amenés l'autre fois. Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Ben tiens, je vais enlever ça. C'est mon livre à moi que je suis en train de lire, mais c'est pour toi. Un cadeau pour moi. Cadeau pour toi. Est-ce qu'il faut que je devine? Ben, tu peux essayer. Ça doit être quelque chose de beau, en tout cas. Un masque. Oh, wow. Puis toi, quoi de neuf? Ouais, j'ai un petit ami. On n'a pas fait l'amour, rien de tout ça, mais on est proches. Ben gros. Il est bien fin. Il est beau en plus. Du charme, il est galant, il est poli. C'est vraiment... Très... Il a dormi chez moi hier. Ouais. Il est fin au bout. Je te le présenterai. Ben, je sais pas si on va passer du temps ensemble après. Puis ta consommation, comment ça va? Je consomme pas plus qu'il faut. Hein. Je me limite à ma méthadone. J'ai reconsommé, mais pas de façon là, régulière et quotidienne. Pas... Puis qu'est-ce que par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses que c'est quelque chose? Je sais pas. Thérapie. Ben, thérapie, mais ça... Je sais pas. Ben oui, on appelle ça une mais thérapie. Non, mais non, moi, Chris, j'ai du travail, puis la thérapie, là, j'ai été 4 ans enfermée, là, j'ai le goût de vivre, là. Non, la thérapie, je la fais par mes erreurs, puis... Tu penses que tu vis, hein? Oui, oui. Je survis, au moins. Moi, tu survis. Oui, je survis. Puis je fais plus que survivre, là. Je vis bien, là. J'ai un toit, j'ai de la bouffe, j'ai des loisirs, j'ai des amis, j'ai des job-ins. Si t'es bien, t'es heureuse là-dedans, mais rien, je veux rien rajouter. Qu'est-ce que je te dis, c'est... Il y a des groupes externes de soutien, comme les narcotiques anonymes. Il y a des... ben là, j'ai un pamphlet dans mon sac à main, là. Des listes de rencontres. Puis, tu sais, au moins, j'étais allée chercher ça. T'es pas capable d'accepter que même si je suis dans un monde de consommation, qu'il y a des... Il y a des périodes de bonheur, il y a des périodes de bien-être, il y a des périodes que j'oublie, moi aussi, ma douleur, mon mal, ma souffrance, ma peine, ma colère, ma honte. J'ai jamais encore baissé les bras. J'ai jamais renoncé à croire en moi, puis en les gens qui m'aiment, puis... À croire à quoi? Ben, que la vie, elle peut avoir du sens. Que la vie, En consommant? On a peur pour toi, on s'inquiète pour toi. Ben oui, puis ça, c'est tous les parents, ça doit être de même. C'est ça. Ça fait chaud, ça. Tu sais, il y a bien des choses que je regrette aujourd'hui. Oh, toutes les regrets, on a tout en envie. Ouais, mais c'est plat de continuer, tu sais, à cheminer. Sauf que les erreurs ou les blessures qu'on a faites aux gens qui nous entourent sont faites, tu sais. Je comprends qu'elle, elle raconte ça à sa façon pour me protéger. Mais moi, je ne demande pas mieux de le croire. Tu sais, c'est bien facile pour moi de croire. Ah, c'est vrai. C'est peut-être pas si pire que ça. Elle est peut-être pas aussi malheureuse que je le pense. Ou, c'est comme un thermomètre qui monte, qui descend. C'était elle, là, en fait, notre thermomètre. Des fois, là, je suis tellement désespérée que... Ah, elle me dit, ça va bien, OK, ça va bien, tu sais.
pas né de la dernière pluie. Ben, il a mouillé hier. Tabarnak, t'es dans la vite, mon homme. Tu deviens que tellement besoin de ta consommation que t'es prête à vendre ta mère pour de l'argent. C'est quasiment ça. Je suis conscient, puis j'ai 2 pieds dedans, puis j'arrive pas à sortir de là. Fait que c'est comme quelqu'un qui est dans le désert, puis il tombe dans un sol mouvant. Il sait qu'il cale, mais il peut pas se relever. Puis il cale tout le temps, puis il voit qu'il va bien finir par être enseveli, mais il peut rien y foutre parce que l'arbre il est trop loin, puis la corde elle lâche à chaque fois. Ça ressemble à ça. Chaque fois que quelqu'un il arrache une corde, ben, il l'échappe. Des fois, j'entends des gens dans la ruelle où j'habite maintenant. Il y a des petits garçons qui jouent, sont une dizaine au fusil à eau. En tout cas, ils font beaucoup de bruit. Puis des fois, il y a des parents qui me disent « Ah, ils sont bruyants, tout ça. » Puis moi, je leur dis aujourd'hui « Oui, mais vous savez où ils sont, vous les entendez. S'ils n'ont pas d'endroit, s'ils sont trop bruyants, on les rejette tout le temps, bien, ils finissent par aller ailleurs. Mais où? » J'ai jamais dit à mes parents, mais j'ai toujours apprécié, j'ai toujours aimé la manière qu'ils m'ont élevé puis comment ils ont été. Fait que j'ai jamais mis de blâme sur mes parents. Je les respecte bien gros dans ce qu'ils sont. Puis que mon père il a toujours mis du pain sur la table. Ma mère, de l'autre côté, elle a travaillé aussi, mais elle s'est occupée de nous en esti. C'est sûr qu'il est correct. C'est pas parce que j'étais dans la rue que mes parents n'y importaient pas. Qu'est-ce qui importe le plus, c'est mes parents, mon frère, ma soeur. Sauf que là, j'ai un détachement parce que c'est moi qui est dans la merde, puis j'ai pas le goût d'amener du monde là-dedans. C'est pas... Mes parents, ils ont pas de part de responsabilité là-dedans. Peut-être qu'ils m'ont trop gâté, c'est peut-être leur erreur. T'avais l'air d'un enfant en crise qui n'aimait pas la vie familiale à cause des règlements. Mais dans le fond, tu consommais beaucoup, puis on n'était pas au courant à quel point tu consommais la drogue. C'est le déni de la société. Un peu comme nous, qui essayons de trouver que ton problème, c'est un problème social. Que tu tenais avec des punks, des skinheads, tu t'habillais en noir. Il y avait toutes sortes d'autres raisons. Mais certainement, la consommation, c'était un détail. Tandis que c'est le contraire. Enlève la consommation de drogue et d'alcool dans la vie des jeunes de rue, puis je me demande s'il resterait des jeunes de rue. Le jeune homme trouvé sans vie hier matin dans le parc du Mont-Royal, à 500 mètres de son compagnon blessé, intoxiqué et transi, aurait délibérément mis fin à ses jours en avalant une dose massive de médicaments et de drogue. 450 acides. D'habitude, tu reviens pas bien. Tu restes légume. Chanceux de être encore capable de parler, tu sais.
J'ai enlevé mes pantalons, mes souliers, je me suis foutu dans le bas d'une falaise de 5 mètres, puis j'ai lu ça dans les journaux, je m'en souviens pas. Fait que... Puis c'était pas loin de la mort, ils m'ont retrouvé dans un trou de bois, sur une roche, tout saignant, puis ils m'ont foutu dans un bain direct là, live sur le spot, en bas dans le trou, puis ils m'ont lavé, voir si ça partait, parce que mes jambes marchaient plus, mes reins marchaient plus, puis ça manquait de... Mon sein il circulait mal, puis... Je me suis réveillé, je voyais des lézards. J'étais pas bien lucide. J'hallucinais tout plein de patentes bizarres. C'est revenu assez vite, pareil. Le lendemain, c'est sûr, j'étais sur la morphine un peu à l'hôpital, là, mais c'est revenu normal. C'est étonnant, mais à quelque part, ça me dit, Chris, t'as-tu de quoi faire, là, tu sais? Le dimanche après, il m'a appelé pour me dire « Ah, c'est pas bon la bouffe à l'hôpital, là, j'aimerais ça recevoir une pizza. Envoie-moi une pizza. » Tu sais, alors là... J'étais comme un peu découragée parce que je me disais, mon Dieu, avoir été si proche, tu sais, tu te dis, hey, là, je t'en vis. C'est un grand travail d'humilité, tu sais, de voir ton enfant comme ça, puis de l'accepter. Puis de voir ton enfant qui arrive comme ça, pas de souliers, là, tu sais, il va nous chercher vraiment des situations qui sont comme humiliantes, tu sais, comme parents, là. Allô, Michel? Ça va bien? Oui. Toi? Oui, toi? T'es en retard, hein? Ça arrive, hein? Cathy, comment est-ce qu'elle a mis ses cheveux? Oh, elle a bien Oui. aimé tes cheveux. Parce que C'était j'avais beau, une bonne hein? longueur, là, elle, là. Là, c'est un petit bout. Ben, la dernière fois que je l'ai vu, il me semble qu'il était rendu là, à peu près. Ah, ils ont longé encore. Ah oui. C'est quand il manque un membre de ta famille qui est toxicomane au centre-ville de Montréal, puis que tu passes des nuits à pratiquement à pas dormir, puis qu'en plus de ça, tu es isolé, tu n'en passes jamais à personne parce que tu te sens responsable, coupable, c'est de ta faute. Tu as peur d'être jugé. C'est ça le pire, là, je pense, là-dedans pour les parents, c'est l'isolement. Depuis le mois de juillet, fin juillet, c'est la coupure totale et complète. Pas de nouvelles. Puis c'est pas vrai, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Là. Je sais pas d'où ça vient, cette histoire-là. Pas de nouvelles. Je cours après l'argent, puis ça me prend de l'argent pour ma dope, puis ça me prend de la dope pour faire de l'argent, puis c'est à peu près ça tout le temps. Mais là, les derniers jours, ça a été pas mal difficile, admettons. J'avais plus ou moins un échec amoureux. J'avais pris des distances avec ma famille. En quelque part, ça n'avait pas marché. J'avais quasiment été 2 mois sans consommer. Ça n'avait pas marché. Fait que je trouvais ça dur. Pas l'orgueil, mais tu sais, à force d'accumuler des échecs, à un moment donné, c'est comme... Tu te demandes si ça va marcher. Puis t'essayes, puis t'es vraiment... T'es vraiment motivé, puis t'es vraiment sincère, puis tu fais plein d'efforts, puis ça marche, puis les gens qui sont alentour de toi, ben ils ont confiance, puis ils ont de l'espoir, puis ça finit tout le temps de la même façon. Le temps avance, mais t'es encore là, tu sais. À 15 ans, 16 ans, j'étais là, mais là, j'en ai 20, puis j'étais encore là, tu sais. J'étais au même crise de parc, puis... tu sais... Mais avec tout le temps qui passe, ben, tu brûles le monde qui t'entoure, puis tu te fais du mal à toi-même, puis... Mais là, j'attends un programme de méthadone. Ma mère, ben, elle croit pas en ça, tu sais. Ce qu'elle me dit, ben,
Cathy, quand tu voudras vraiment, tu nous appelleras. On va trouver une bonne thérapie. Mais l'espoir qui me reste, je le mise tout là-dedans, puis... Allô, je suis Ontario, cherchez-moi. Saint-Pévêtre? OK, j'arrive, bye. Oui, est-ce que je peux parler à Cathy? Est-ce qu'elle est... Est-ce que tu sais où je peux la joindre? OK, as-tu sa nouvelle adresse? Ben, j'ai pas les deux yeux ouverts que j'ai une aiguille dans le bras, hein. Puis ça me prend ça parce que j'ai de la misère à me lever de mon lit, sinon, je serais pas capable de faire de l'argent, puis... Non, c'est tout le temps la même affaire. Je suis tannée. Ben tannée. Dans le fond, elle n'est pas décidée parce que c'est ça, elle a déjà fait les programmes de méthadone, ça n'a pas fonctionné, tu sais. J'ai rêvé à elle, je pense que c'est quasiment toutes les nuits, là. C'est là, je traverse un coin de rue. Je reviens. Ça va faire du bien, ça. À tantôt. C'est ici, c'est Ontario? Ah oui. Oh, si boire. Pour m'en sortir en tant qu'individu, là, en tant qu'être humain, il faut que j'accepte de voir ma fille mourir à petit feu, souffrir là, tout le temps de plus en plus. Il faut que j'accepte ça. Puis que je me concentre sur ma vie. Est-ce que tu le savais, ça, l'an passé? Non. Non, parce que j'étais certaine qu'elle guérirait, qu'elle soignerait, qu'elle s'en sortirait. Mais des fois, je me dis, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. Je me dis, il y a sûrement quelque chose que je peux faire, que je fais pas, que j'ai pas fait. Mais quoi, tu sais, comment le faire?
Qu'est-ce que tu lui souhaites pour Noël? C'est sûr que mon plus grand souhait serait qu'elle accepte d'aller en thérapie, dans une vraie thérapie, avec de vrais thérapeutes qui connaissent la toxicomanie. Ah, c'est tout animé, hein? Je suis d'une famille de la plus conventionnelle qu'il n'y a pas sur la Terre. Je parle milieu moyen, famille moyenne, pas d'antécédents de toxico, pas personne dans la famille qui est poigné avec des problèmes ni d'alcool, ni de toxicomanie. Rien de ça. J'avais un mononcle pacté. C'est tout, là. Qui prenait un coup, là, dans les parties de Noël. Donc, c'est-tu assez normal, ça? Non, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. On dirait qu'il y a quelque chose avec les pères, que ça devient encore plus lourd à en parler. Parce que on a beaucoup de culpabilité. Je pense qu'on a beaucoup de culpabilité. J'ai longtemps parlé d'échec. J'ai encore ces images-là, d'échec. Parce que j'aurais voulu autre chose, tout simplement. Moi, je me suis fait vider la maison au complet de tous les appareils électroniques qu'il y avait. Il y en avait pour des milliers de dollars, tu sais. Laurent a eu beau dire qu'il était juste complice de loin, il était complice quand même. Donc, c'est menaçant, ça. C'est comme un peu quand il rentrait en centre d'accueil. Pour moi, c'était déjà comme une prison par rapport à ce qu'il vivait dans une famille. Mais là, c'est vraiment plus dur, puis c'est pas le même monde que dans les centres d'accueil. C'est plus sérieux, là. C'est un monde d'adulte, puis un monde dur. C'est pas tellement... Moi, j'aime pas tellement venir ici, puis je suis pas allée le voir. Je suis venue porter des choses, puis j'ai décidé que je viendrais le moins possible parce que je trouve ça trop difficile. C'est pas un message bien positif que je reçois quand je sais qu'il est en prison. C'est un message de... qu'il est en train de se faire des nouveaux contacts. Puis ça risque d'être pas très positif. Parce que d'autant plus qu'il restera pas longtemps là. Parce que je voudrais qu'il reste longtemps, mais s'il restait longtemps puis qu'il y avait une prise en charge, qu'il y avait du support psychologique, s'il était obligé de se prêter à des thérapies de groupe à un moment où il est en prison, je suis sûr qu'il n'y a rien de ça. Ils font du temps, là. Il a toujours fait rien que du temps dans sa vie, mais là, c'est un endroit où, quand il faisait thérapie, là, c'est un endroit où il fait du temps. Oui, c'est ça. C'est pire que pire. Donc, non, tu ne s'occupes pas de cette toxicomanie, là, ça, c'est sûr. Quand tu te mets en communication avec des gens qui connaissent la toxicomanie, qui sont capables de t'expliquer la maladie, ils peuvent te parler de ressources, de comment ça se passe, la vie d'un toxicomane. Puis, tu sais, quand tu es capable, tu as la chance d'apprendre ça, bien, tu sors de l'isolement, là. Notre relation, moi puis Cathy, elle a changé beaucoup parce que maintenant, Cathy sait que je connais son mode de vie. Aujourd'hui, au téléphone ou quand on se voit, on est capable de parler de sa consommation. Même que je suis capable de la confronter sur les drogues qu'elle prend. Parce que Cathy, c'est pas juste l'héroïne qu'elle consomme. Elle consomme
d'autres substances, la cocaïne, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi sur la rue, peut-être, là, du moment, là, la vente du moment, ce qui peut se passer sur la rue à Montréal. Elle prend aussi de l'alcool. Puis ça, maintenant, je suis capable de la confronter. Parce qu'à un moment donné, je parlais du centre de thérapie. Puis elle me disait, ah ben non, moi, ça me tente pas de faire ça comme ça. Je vais être sur un programme de méthadone. Mais oui, mais ça, j'avais un sac de cocaïne vide, là. Mais ça, Cathy, est-ce que la méthadone, c'est bon pour la cocaïne? Ah. Maintenant, je suis capable de la confronter dans sa consommation. Quand j'ai été obligée de dire, ben tu peux pas vivre ici si t'es pas le consommer. Puis c'est à ce moment-là que tu dis, ben je m'en vais de bord. Puis tu sais, tu me disais, ben faut que vous sachiez comme parents, là, que si je m'en vais dans la rue, c'est parce que vous autres, vous n'êtes pas capables d'accepter un peu de consommation. Vous n'êtes pas raisonnable. Tu sais, alors là, on a été obligés de dire, ben va dans la rue, puis nous autres, on va continuer à être une famille sans toi. Mais que si tu as besoin d'aide, faut que tu ailles au Minnesota avant de revenir dans cette famille. Ça, c'était assez difficile parce que, dans le fond, moi, j'aurais aimé ça que tu restes chez nous, que tu consommes un petit peu. Puis qu'on ait un semblant de famille, au moins on t'avait à la maison. Mais avec Rita Wood, puis avec ce que j'ai su, c'est qu'en te disant ça, ça te donnait juste la permission de continuer dans ta consommation, puis pas vraiment arrêter, puis que ça cheminerait encore pire. Donc, en partant, on a risqué que peut-être que tu aurais pu mourir. Je suis convaincu que de t'accueillir inconditionnellement n'aurait pas été la solution. Il nous a fallu 2 années d'enfer à ta mère et moi pour comprendre ça. Je me suis rendu au bout de mes ressources, au bout de mon imagination pour essayer de te sauver. Je veux tout faire pour ton rétablissement, mais tout faire veut aussi dire se préparer à la possibilité d'une rechute dans la drogue. Ce sera difficile, de grandes joies et de grandes peines nous attendent. Tu as une nature forte, André, déterminée, indépendante, généreuse et sensible. Sois fidèle à ta flamme intérieure, elle te guidera. Il se fait déjà tôt, je dois te quitter. Pour toujours, ton père qui t'aime. Ça va? Le temps du film, mes parents et moi avons revécu ces années de cauchemar. Oui, je m'en suis sortie, mais j'ai eu de la chance. L'aide, le support disponible alors n'existe plus. Ils disparaissent à vue d'œil et la toxicomanie chez les jeunes, elle, augmente à une vitesse vertigineuse. Non, la situation aujourd'hui n'est plus la même. Et j'ai le cœur rempli d'angoisse quand je regarde les jeunes de la rue. Qu'est-ce qui va leur arriver? Et si c'était moi? Et que mon histoire se passait aujourd'hui?